Alors que les violences se poursuivent en Nouvelle-Calédonie, un émeutier a perdu la vie lors d'un affrontement avec les gendarmes le 15 août. Après 3 mois de crise, la situation reste hors de contrôle dans l'archipel avec un bilan de 400 gendarmes blessés. On parle de 3 mois après le début des troubles. L'archipel déplore 11 victimes déjà. Lors des échauffés du 15 août, un homme a été abattu par un gendarme qui aurait, selon le procureur de Nouméa, riposté à des tirs dirigés contre les forces de l'ordre. Les forces armées françaises, oui. On parle quand même de gens qui essaient de récupérer leurs terres. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers chez eux et ce sont les étrangers qui ont les armes. Et ils sont désarmés. Quand l'injustice initiale essaie de justifier la riposte de suivi que l'on fait. Durant cet affrontement, 2 autres émeutiers ont été blessés ainsi qu'un gendarme touché au visage par un jet de pierre. Littéralement, c'est ce que je disais. Là où les gens ont des fusils, les autres sont obligés de se battre avec des lance-pierres pour pouvoir libérer leur propre pays. Voire même ils n'ont pas de lance-pierre. Ils jettent ça avec les mains. Les forces armées françaises étaient en pleine opération de déblaiement sur le pont de la commune de Thio. Le conflit avec les indépendantistes semble se transformer en une guerre d'usure. C'est même d'ailleurs ce qu'a déclaré un responsable militaire le 14 août. Alors que les dégâts matériels et humains continuent de s'aggraver dans ce magnifique pays du Pacifique. Pays colonisé toujours par la France actuellement. Les derniers affrontements donc qui ont causé la mort de cet émeutier ont eu lieu à Thio, à l'est de la Grande Terre, l'île principale donc. Cette petite commune d'environ 2500 habitants est dirigée par Jean-Patrick Toura, maire indépendantiste affilié au Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. C'est un proche de la cellule de coordination des actions de terrain, un groupe qui est particulièrement actif dans les émeutes qui ont éclaté en mai 2024. Le matin du 15 août, un tapis roulant sur le quai de chargement de minératier à Thio Mission a été incendié, selon les témoignages sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore clair si l'incendie est survenu avant ou après la mort de l'émeutier. Et peu de temps après, des vidéos montrant l'incendie d'une mine de nickel ont circulé en ligne, une information confirmée par des médias publics. On parle de tensions persistantes, de guerres d'usure et de dégâts colossaux. Le Haut Commissariat en Nouvelle-Calédonie maintient des mesures strictes telles que le couvre-feu de 22h à 5h et l'interdiction du port d'armes et de la vente d'alcool. Les affrontements continuent de manière sporadique. Et il y a aussi eu l'incendie d'une église par des indépendantistes à Pointe-Dimier. C'est sur la côte nord-est de la Grande Terre. Ça a été fait le 13 août. Le colonel Cédric Aranda, responsable du maintien de l'ordre, a décrit cette situation de guerre d'usure aussi, ou comme une guerre d'usure, comparant l'événement aux violences des Gilets jaunes et des violents récents émeutes en France. Il a déclaré, je cite, « Nous faisons face à un conflit qui s'inscrit dans la durée, avec un niveau de violence très élevé. » On parle de combat de décolonisation. Tu t'attends à ce que ce soit quoi? À ce que vous vous asseyez, vous négociez, comme vous l'avez fait la dernière fois et ça n'a rien changé. Et c'est donc lui qui a précisé qu'il y a 400 gendarmes qui ont été blessés. Enfin, vous voyez, là où les gens meurent et ils sont blessés, soit environ 1 sur 7 parmi les forces mobiles déployées. Je trouve quand même que les gars n'ont pas de quoi riposter en face. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. Sur le plan financier, les autorités qui ont les comptes donc estiment que les dégâts qui ont déjà été causés s'élèvent à 2,2 milliards d'euros après des semaines de pillage, d'incendies et de destruction. À votre avis, quel a été le traitement médiatique de ça? D'une médiocrité absolue. On va vous parler des rebelles. On va vous parler des exactions, du danger qu'ont les colons qui vivent là-bas. Comment est-ce qu'ils sentent ça? Comment est-ce qu'ils vivent la chose? À quel point c'est triste pour eux? Jusqu'à il y a des gens qui posent la question, pourquoi est-ce qu'ils veulent sortir de la France? Pourquoi est-ce que X? Pourquoi est-ce que Y? Un traitement d'une médiocrité absolue, mais ils sont dans leurs droits, c'est leurs médias. C'est leurs médias. S'il y a une chose que l'on doit comprendre, connaître et intégrer, c'est que ce n'est pas celui qui vous fait violence qui doit vous dire comment est-ce que vous devez réagir par rapport à la violence qu'il vous a fait. Ce n'est pas la personne là qui doit déterminer si oui, est-ce que ce que tu as ressenti est à 5, 10, 20, 30. Ce n'est pas à lui. C'est ça qu'on doit intégrer dans nos esprits. Si on a décidé de reconquérir un truc, si on a même décidé de se venger par rapport à quelque chose, c'est nous qui devons mesurer l'affront qu'on a subi, pas les autres. Ce sont toujours eux qui arrivent et disent non, vous exagérez quand même ici, là, non. Qui vous a dit que c'est à vous de décider ce que nous, on doit ressentir après autant de mal qu'ils nous ont fait? Ce n'est pas à celui qui te fait du mal qui doit te dire comment est-ce que tu dois réagir par rapport à ça. Mais dans leur tête, ils sont intimement convaincus que si, voilà, c'est moi qui décide. Oui, je t'ai fait du mal, mais bon, c'était pas trop grave. Oh, pardonnez-nous. Bon, on continue, mais c'est pas trop grave, regardez.
On vous laisse vivre, nous sommes miséricordieux. Et c'est dans ce même genre de violence que s'inscrit donc les différentes luttes qu'il y a actuellement dans l'AES. Les 2 poids 1000 mesures, 2 poids 1 million de mesures même. Parce que non, il faut toujours des spécificités en fonction des foutus intérêts qu'ils ont. Et il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui a aussi parlé de ça. Comment est-ce que les organisations là se comportent, les pays là se comportent quand on fait preuve d'une violence inouïe envers les autres. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit, et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ses sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont plié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzaouaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a comprimés par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Voilà, son message il est plutôt clair. C'est-à-dire pour tous les médias, tout leur, je vais même dire ça comment, tout leur système de propagande, leur système d'information, avec les gens qui font semblant de ne pas comprendre et de s'insurger sur ce qui arrive là. On n'est pas là pour vous expliquer. Vous allez simplement subir le retour des choses. Parce qu'à un moment donné, on récolte ce que l'on sème. Et ça se paye. Toute cette colère, cette rage-là, même si ce sera cumulé sur combien de temps, même si c'est sur 1000 siècles, ça se paye. Et quand ça va se payer, ce sera à la mesure qu'on aura décidé. Ce ne sera pas à leur mesure, non. Ce sera à la mesure qu'on aura décidé nous-mêmes. Parce que c'est à nous de déterminer la violence que nous avons ressentie, que nous avons eue face à l'affront qu'ils nous ont fait. C'est pas l'inverse. En passant, puisque je suis dans cette optique-là, d'essayer de faire aussi découvrir les pays et le monde aux gens, d'une certaine manière, qu'on puisse au moins les situer sur une carte. Voici la Nouvelle-Calédonie. Et si vous dézoomez, vous vous rendez compte que c'est juste à ce niveau-là. Voilà. Quand vous êtes là, c'est à l'est de l'Australie. D'accord? Voici l'Australie. Je pense que vous reconnaissez l'Australie. Voici. Donc, Afrique, Madagascar, à l'est de Madagascar.
quand vous traversez l'océan Indien, vous avez l'Australie. Quand vous zoomez sur l'Australie, vous partez donc à l'est de l'Australie, à ce niveau, vous avez la Nouvelle-Calédonie. C'est important aussi qu'on puisse même mentalement connaître où se situent les choses. Ça entre dans cet ensemble de choses-là qui nous permettent de mieux comprendre le monde, de mieux anticiper. On passe maintenant à quelques trucs intéressants qui se passent en Afrique. Déjà, le Burkina Faso, ou le gouvernement du Burkina Faso, c'est mieux de prononcer comme ça, a annoncé mercredi la création de Faso Rail, une nouvelle entreprise dédiée à la fabrication et à l'installation de rails ferroviaires. Son siège sera basé à Bobo-Dioulasso et sa mission sera de développer un réseau ferroviaire reliant les différents chefs-lieux de province. Le ministre de l'Industrie et du Commerce burkinabé a souligné que cette initiative est en parfaite adéquation avec la vision du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a encouragé le gouvernement à établir un réseau ferroviaire national pour relier donc les provinces du pays. La mise en place de Faso Rail nécessitera un investissement de 75 milliards de francs CFA avec une période de réalisation de 18 mois, soit à peu près 1 an et 6 mois. Un capital de 10 milliards de francs CFA, dont 75% détenus par l'État et 25% ouverts au secteur privé burkinabé, seront donc établis. Actuellement, le réseau ferroviaire du Burkina Faso est très limité, en mauvais état et principalement géré par des entreprises étrangères, des entreprises privées étrangères. Donc, cette entreprise entre dans le plan global du Burkina de reprendre son pays en main et de faire tout ce qu'il faut pour que les choses évoluent et avancent correctement sur le territoire. Aussi, il y a eu un entretien entre le ministre de la Défense du Niger, du Burkina et de la Russie et tout ça s'est déroulé en Moscou. Ça s'est passé ce mercredi 14 août et les discussions ont principalement porté sur les domaines prometteurs du partenariat militaire et les moyens de renforcer la sécurité dans différents endroits en Afrique. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.